Commençons par 5 noms qui suffisent à mesurer l'ampleur de la crise: l'Espagne, championne du monde en titre, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, 5 des nations les plus puissantes et les plus titrées de l'histoire du football. 5 sélections qui, malgré leurs rivalités historiques, auraient désormais un message commun à adresser à la FIFA. Si le projet actuellement défendu par Gianni Infantino est maintenu, une participation à la Coupe du Monde 2030 pourrait être remise en question. Et ce qui rend cette affaire particulièrement inquiétante, c'est que le problème ne concernerait pas uniquement ces grandes nations. Derrière elles se trouve tout un bloc européen. Les 55 fédérations membres de l'UEFA auraient discuté d'une position commune face à une réforme qui pourrait transformer en profondeur le modèle économique du football mondial. Alors forcément, une question s'impose: qu'est-ce que la FIFA a proposé pour provoquer une telle réaction? Tout commence avec un projet présenté par Gianni Infantino, dont l'ambition dépasse largement une simple modification administrative. La FIFA envisagerait la création d'une nouvelle société baptisée FIFA Forward Enterprise. Son objectif serait de regrouper une partie des droits commerciaux liés aux compétitions de la FIFA, avec la Coupe du Monde au centre du dispositif. Jusque-là, rien qui puisse nécessairement provoquer une crise mondiale. Mais la deuxième partie du projet change complètement la donne. La FIFA souhaiterait ouvrir environ 20% de cette nouvelle structure à des investisseurs privés, sur la base d'une valorisation qui pourrait atteindre près de 20 milliards de dollars. Autrement dit, une partie de la gigantesque valeur commerciale de la Coupe du Monde pourrait devenir accessible à des capitaux privés. Et c'est précisément cette perspective qui inquiète plusieurs fédérations. Pour certains dirigeants, la Coupe du Monde n'est pas un simple actif financier. C'est une compétition construite pendant près d'un siècle grâce aux joueurs, aux supporters, aux fédérations et à l'histoire du football mondial. L'arrivée d'investisseurs privés dans cette équation soulève donc une question fondamentale: jusqu'où la FIFA peut-elle aller lorsqu'elle cherche à développer ses revenus? Les inquiétudes ont été renforcées par les informations évoquant l'intérêt d'un fonds lié à Joshua Kushner, fondateur de Thrive Capital et frère de Jared Kushner, ancien conseiller de la Maison-Blanche et gendre de Donald Trump. Aucun élément ne permet, à lui seul, d'établir une quelconque irrégularité. Mais cette proximité avec le monde politique américain suffit à alimenter les interrogations autour d'une opération aussi sensible. De son côté, la FIFA défend évidemment une toute autre vision. Pour Gianni Infantino, il ne s'agirait absolument pas de vendre la Coupe du Monde. L'objectif serait plutôt de créer une nouvelle source massive de revenus afin de financer le développement du football à travers le monde. La promesse est considérable: davantage d'argent pour les petites fédérations, davantage d'infrastructures, des centres de formation, des compétitions de jeunes et des investissements dans les pays qui disposent aujourd'hui de beaucoup moins de ressources que les grandes puissances européennes. Sur le papier, l'argument paraît difficile à combattre. Mais le problème n'est pas uniquement financier. Ce qui aurait surtout provoqué la colère des fédérations européennes, c'est la méthode utilisée pour présenter le projet. Plusieurs dirigeants auraient estimé que les confédérations continentales n'avaient pas été suffisamment consultées avant l'annonce. Certains auraient même eu le sentiment que le projet était déjà quasiment finalisé et qu'on leur demandait simplement de l'approuver. Et lorsque la FIFA a fixé une échéance très courte pour obtenir les réponses des différentes fédérations, les tensions auraient encore augmenté. Pour les opposants au projet, une réforme capable de modifier durablement le modèle économique de la Coupe du Monde ne peut pas être décidée en quelques semaines. Elle nécessite des consultations, des négociations et surtout un véritable débat entre toutes les parties concernées. C'est dans ce contexte qu'une réunion d'urgence aurait été organisée au niveau européen. Et le résultat aurait été particulièrement spectaculaire: une volonté commune de s'opposer au projet si celui-ci était maintenu dans sa forme actuelle. L'Europe ne demanderait d'ailleurs pas seulement une modification du dispositif. Elle souhaiterait également obtenir des garanties afin que les droits commerciaux des grandes compétitions de la FIFA ne soient pas, à l'avenir, ouverts aussi facilement à des investisseurs privés. Pour les dirigeants européens, une limite fondamentale aurait été franchie. La Coupe du Monde ne peut pas être considérée comme un simple produit financier. Elle représente un héritage sportif, culturel et historique qui dépasse largement les intérêts économiques de la FIFA. Mais la crise ne s'arrête pas à l'Europe. La CONCACAF aurait elle aussi exprimé de fortes réserves concernant le processus utilisé par la FIFA. Les États-Unis, le Canada et le Mexique, futurs pays hôtes de la Coupe du Monde 2026, font partie de cette confédération. Sans aller jusqu'à évoquer un boycott, plusieurs voix auraient demandé davantage de transparence, une consultation plus large et un calendrier moins précipité. Puis l'Asie aurait également commencé à prendre ses distances. L'AFC, qui regroupe 47 fédérations,
aurait demandé une révision du processus décisionnel et davantage de consultations avant toute réforme majeure. Et c'est là que les chiffres deviennent particulièrement importants. Europe, CONCACAF, Asie, des dizaines de fédérations réclament désormais des explications, une révision du projet ou un processus plus transparent. La FIFA pourrait donc se retrouver face à un problème politique bien plus important que prévu. Et comme si cela ne suffisait pas, des tensions auraient également commencé à apparaître au sein même de son entourage. La démission de Carlos Cordero, conseiller proche de Gianni Infantino et impliqué dans les préparatifs liés à la Coupe du Monde 2026, aurait encore renforcé les interrogations. Lorsqu'un proche collaborateur quitte son poste au moment où une réforme majeure est contestée par plusieurs confédérations, le signal envoyé au monde du football est forcément lourd de conséquences. Et une nouvelle question commence alors à circuler, Gianni Infantino pourrait-il réellement être contesté lors de la prochaine élection présidentielle de la FIFA? Jusqu'à récemment, sa position semblait extrêmement solide. Mais une coalition de fédérations mécontentes pourrait-elle faire émerger un candidat capable de lui tenir tête? Pour l'instant, cela reste une hypothèse. Mais le simple fait que cette possibilité soit désormais évoquée montre à quel point la situation a changé. Car ce n'est pas la première fois que Gianni Infantino provoque une opposition importante avec une réforme majeure. En 2021, son projet de Coupe du Monde organisé tous les 2 ans avait déjà déclenché une vive réaction en Europe. Plusieurs fédérations avaient alors évoqué la possibilité de boycotter la compétition si le projet était maintenu. La FIFA avait finalement dû revoir sa position. Puis est arrivée l'augmentation du nombre d'équipes participant à la Coupe du Monde, passée à 48 sélections. Une nouvelle fois, Infantino a défendu une vision beaucoup plus ambitieuse de l'avenir du football mondial. Mais cette fois, l'enjeu est différent. Il ne s'agit plus seulement du calendrier ou du nombre de participants. Il s'agit directement de la propriété et de la gestion de la valeur commerciale générée par les plus grandes compétitions internationales. Et c'est précisément pour cette raison que cette bataille pourrait devenir l'une des plus importantes du mandat d'Infantino. Pour être juste, il faut toutefois écouter l'argument de la FIFA. L'organisation estime que les revenus supplémentaires permettraient de réduire les écarts entre les grandes puissances et les petites nations. Une fédération disposant de moyens limités pourrait ainsi bénéficier de financements capables de transformer complètement son football. Construction de stades, académies, terrains, formation des jeunes, développement des compétitions nationales, les possibilités seraient considérables. La question n'est donc pas simplement de savoir si davantage d'argent doit être investi dans le football mondial. Tout le monde peut être d'accord sur ce point. La véritable question est de savoir qui doit contrôler cet argent, qui doit décider de son utilisation et jusqu'où les investisseurs privés doivent pouvoir intervenir. C'est là que le débat devient beaucoup plus profond. Les fédérations européennes peuvent-elles réellement prétendre défendre uniquement les valeurs du football alors qu'elles contrôlent déjà une immense partie de ses revenus? La FIFA peut-elle, de son côté, décider seule de transformer le modèle économique d'une compétition qui appartient symboliquement à toutes les nations du monde? Et surtout, jusqu'où peut-on commercialiser la Coupe du Monde sans modifier son identité? Car derrière les milliards de dollars, il existe une réalité que personne ne peut ignorer. La Coupe du Monde représente le rêve de millions de joueurs et de supporters. Elle représente les petites nations qui attendent parfois plusieurs générations avant de se qualifier. Elle représente les joueurs qui consacrent toute leur carrière à atteindre ce tournoi. Elle représente les supporters qui économisent pendant des années pour suivre leur sélection à l'autre bout du monde. Et pour beaucoup, cet héritage ne peut pas être transformé en simple actif financier. C'est précisément cette opposition de vision qui se retrouve aujourd'hui au cœur du conflit.